Bonjour à tous. Bonjour sur cette réunion, cette visio de l'AT2E Aura, adaptation des bâtiments des entreprises aux vagues de chaleur. Vous êtes nombreux à vous connecter aujourd'hui. Il y a, d'après notre amie Margot qui gère vos inscriptions, il y a 120 inscrits. J'espère que vous serez nombreux à réussir de venir avec nous parce que nos camarades ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour présenter ce support, cette présentation. Et si vous permettez, je vais introduire rapidement parce que la journée est riche, la réunion est riche, et je vais laisser du temps à mes camarades. Un petit mot sur notre AT2E, l'Association technique environnement énergie, une association qui est régie par la loi de 1901, qui est fortement soutenue et aidée par l'ADEME, qui dépend du ministère, à peu près 3000 adhérents en France. Il y a 11 délégations régionales, dont la nôtre. Juste, si tu peux effectuer un retour en arrière, ce sera gentil, Margot. Je voudrais revenir sur les clubs. La caractéristique de l'AT2E, c'est d'avoir un certain nombre de clubs, peut-être le plus connu, le club C2E, mais aussi des clubs cogénération, biogaz, stockage d'énergie, power-to-gaz et pyrogazéification, et un département maîtrise de l'énergie. En région, nous sommes tous des bénévoles. Et cette AT2E Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on essaie de créer et regardez le nom des entreprises et des partenaires en région. Ce sont tous des professionnels qui viennent apporter bénévolement leur expertise, leur propre expertise, celle de leurs clients. Et je tiens aujourd'hui à saluer Jean-Baptiste Ligier de Nepsen, qui est notre référent tertiaire, qui a fait un gros travail en rassemblant autour de lui toutes les compétences de la région, fortement aidé par Hakim Amadou de l'ADEME et également toutes les personnes qui vont témoigner. Michael Gocorno, qui est le collègue de Jean-Baptiste, Monsieur Marc Campesi, et également Madame Johanne Michaud, qui va intervenir pour Météo France. L'ordre du jour de la région, il va être très rapide, parce que je pense que vous l'avez choisi. Voilà, excusez-moi, hein, je suis un peu maladroite. Derrière, nous avons la chance que Madame Michaud est à distance. Merci tout de même, Madame Michaud, d'être avec nous pour vous présenter les enjeux du changement climatique appliqués à la région Aura. Pour cela, à tous les participants, je vous demanderai de respecter le timing pour lequel on est tombé d'accord ensemble, s'il vous plaît, parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à présenter tous les sujets qui ont été préparés. Derrière, Jean-Baptiste Ligier de Nepsen interviendra sur le règlement et l'état de l'art, aidé plus loin par Michael Gocorno, son collègue, sur les solutions, les stratégies et les conceptions. Et ensuite, nous bénéficierons du retour d'expérience et de la méthodologie de l'ADEME sur ces thèmes-là et du témoignage du lycée Forest. Merci à Hakim de nous avoir préparé une présentation sur les brasseurs d'air en solution de sobriété et d'efficacité et le témoignage de KTR. Donc, comme je vous l'ai dit, les présentations sont chargées. On espère finir à midi pile. On espère pouvoir gérer les questions. Donc, tous, tenez bien vos timings pour qu'on puisse prendre quelques questions au vol. Sinon, ne nous en veuillez pas. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou dans questions. Ça nous permet de les compiler et chaque interlocuteur répondra. Voilà. Je laisse la parole à mon camarade Jean-Baptiste Ligier. Merci infiniment, Jean-Baptiste, pour tout. Oui, on va commencer avec Johanna, plutôt, de Météo France. Excusez-moi, Johan, je suis désolée. Je vous laisse la parole, Johan. Est-ce que tout va bien? Toujours avec nous? Pardon, on a un petit souci technique, j'essaye d'activer le son. J'ai pas l'impression que ça marche pour Johanna. Johan est à distance, ce n'est pas simple pour elle. Alors. Elle est rentrée en personnel, du coup. Ouais. Johanna, est-ce que c'est bon?
Hop. J'ai l'impression que ça va être... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Voilà. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Je vous passe les slides. Oui, c'est gentil, merci. Donc du coup, je m'appelle Johanna Michaud et donc je vais vous réaliser cette présentation sur l'adaptation des bâtiments Enfin, bref. Donc je vais... Ouais, merci beaucoup. Donc je vais vous réaliser cette petite mise en contexte sur le changement climatique et ses effets en région Aura. Donc on va commencer par... slide suivante, s'il vous plaît. Sur les observations du changement climatique au niveau mondial. Donc il faut savoir que le changement climatique, c'est déjà une réalité. C'est une réalité qui touche la Terre et les êtres vivants de manière généralisée. C'est ce que met en évidence donc, cette figure qui montre donc, les changements de température moyenne entre les périodes 1986-2005 et la période 1961-1990. Donc on voit bien que la carte est rouge, ce qui représente donc un réchauffement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc le changement climatique, il a des effets qui s'amplifient ces dernières années. Donc, c'est un élément qui est mis en évidence donc, sur cette figure. Donc, cette figure représente le cycle annuel moyen de la température moyenne à l'échelle du globe. Donc, on voit bien que les courbes rouges pour l'année 2025 et jaunes pour l'année 2024 sont bien au-dessus des courbes grises qui représentent donc les années passées entre 1940 et 1991 notamment. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce qu'on peut dire également sur le changement climatique, c'est qu'il est entièrement attribuable aux activités humaines. Et donc, la figure que je vous présente à droite représente donc en noir les observations moyennes le changement des observations moyennes des températures par rapport à la période pré-industrielle. Donc, on voit bien sur cette courbe en noir que donc, le changement augmente, ce qui montre donc qu'il y a un réchauffement. Et donc, si on essaye de traduire les causes de ce réchauffement, il y a bien sûr ce qu'on voit en bleu, donc c'est-à-dire le réchauffement, les températures naturelles, avec notamment l'activité solaire et les éruptions volcaniques. Et on voit bien en orange le réchauffement associé à l'activité humaine, donc notamment les émissions de gaz à effet de serre, qui suit assez bien la courbe donc, des observations que l'on a actuellement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, si on s'intéresse à l'observation du changement climatique en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est les slides que je vous présente donc par la suite. Dans un premier temps, on va voir ce qui concerne les températures moyennes annuelles. Donc, ce sont des résultats qui sont publiés sur Climat HD. Donc, je vous propose de regarder les stations de Clermont-Ferrand en Auvergne et de Ambérieu-en-Bugey en Rhône-Alpes. Donc, ces figures mettent en évidence une augmentation des températures de l'ordre de plus 0,3 à plus 0,4 degrés par décennie sur la période 1959-2021. Et elles mettent en évidence donc plusieurs années plus chaudes que la normale, avec notamment les années 2020, 2022 et 2023 en Auvergne et 2022, 2023 et 2024 en Rhône-Alpes. Slide suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne donc les précipitations, c'est également des résultats que vous pouvez retrouver sur Climat HD. On ne note donc aucune évolution marquée des précipitations depuis 1961 en Auvergne et une légère augmentation des précipitations depuis 1961 en Rhône-Alpes. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette variable climatique, c'est qu'elle présente une grande variabilité d'une année sur l'autre. Et c'est ce qui est mis en évidence donc, sur ces graphiques. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne les vagues de chaleur, à Météo France, nous utilisons donc la définition suivante. C'est une période durant laquelle la température moyenne quotidienne atteint un jour au moins un seuil de chaleur extrême, ne descend pas 2 jours consécutifs sous un seuil de forte chaleur, ni même un jour en dessous du seuil de chaleur modéré. Donc, vous pouvez retrouver plus de détails sur cette méthode sur le portail DRIAS de Météo France. Et donc, je vais vous présenter la figure à droite, donc, qui représente sous forme de bulle les vagues de chaleur observées depuis 1947 jusqu'à 2005.
Donc, ce graphique met en évidence 52 épisodes identifiés sur cette période, avec, comme vous pouvez le voir, un nombre d'épisodes de plus en plus élevé, plus on s'approche de la décennie donc passée, de la décennie actuelle. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va s'intéresser maintenant aux projections du changement climatique au niveau mondial. Donc, comment ces projections sont-elles mises en œuvre? Dans un premier temps, les scientifiques vont développer des scénarios selon des hypothèses sur l'évolution de la démographie et de l'économie. Donc, ce sont les scénarios SSP, les plus récents, qui sont développés par le GIEC. Vous pouvez voir sur la figure en bas à gauche donc les projections de la concentration globale de CO2 selon ces différents scénarios, avec un scénario SSP avec des fortes émissions et au SSP 5.5 avec des fortes émissions, et au contraire le scénario SSP 1.2.6 avec des émissions plus faibles d'ici la fin de siècle. Donc ces scénarios sont utilisés par les modèles de climat pour estimer donc différents paramètres climatiques selon donc chacun de ces scénarios, donc notamment la température, la précipitation, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, les scientifiques ont traduit les projections selon des niveaux de réchauffement mondiaux, donc ce qu'on appelle les Global Warming Level. Il en existe 3, le niveau 1,5 degré, le niveau 2 degrés et le niveau 3 degrés. Donc vous pouvez voir sur la figure de droite les changements de température attendus selon ces 3 niveaux de réchauffement. Donc ces figures mettent en évidence donc un réchauffement plus important sur les continents que sur les océans, et également sur les hautes latitudes que sous les tropiques. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'année dernière, le gouvernement français a souhaité donc traduire ces niveaux de réchauffement mondiaux en niveaux de réchauffement France avec la TRAC, donc trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc, ces traductions donc, permettent d'établir, de traduire les niveaux de réchauffement monde en niveaux de réchauffement France, comme on peut le voir sur la figure de droite. Donc, plus 1,5 degré au niveau monde représente plus 2 degrés au niveau France, ou plus 3 degrés au niveau monde représente plus 4 degrés au niveau France. Donc, qu'est-ce que ces éléments signifient? C'est que le réchauffement sera plus important en France hexagonale que sur le monde. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va maintenant analyser les projections du changement climatique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vous présente ici des résultats qui sont présentés sur le portail DRIAS de Météo France. Donc, ça concerne la température moyenne annuelle. Sur la ligne du haut, vous voyez des cartes pour le niveau de réchauffement plus 2,7 degrés France, et en bas pour le niveau de réchauffement plus 4 degrés France. À gauche, ça concerne la saison hivernale, et à droite, la saison estivale. Donc, ces figures mettent en évidence une augmentation des températures par rapport à la période de référence 1976-2005, de l'ordre de plus 2 degrés à plus 3,5 degrés en hiver, et de l'ordre de plus 2,5 à plus 5 degrés en été. Slide suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne donc les précipitations, on note donc l'organisation est la même que précédemment, hiver à gauche, été à droite, et 2,7 degrés France en haut et 4 degrés France en bas. Donc, on note une augmentation des précipitations sur la plupart de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre de plus 10 à plus 30% en hiver, et au contraire, une diminution de l'ordre de moins 10 à moins 30% en été. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne les extrêmes chauds, j'ai proposé donc d'analyser les nuits tropicales qui correspondent aux températures supérieures à 20 degrés et les jours chauds, donc aux températures supérieures à 30 degrés. Donc, ces cartes mettent en évidence une augmentation par rapport à la période de référence 1976-2005 avec jusqu'à plus 50 nuits tropicales d'ici à 2100 et jusqu'à plus 48 jours chauds d'ici à 2100. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans ce contexte-là, on imagine assez clairement qu'il est important de s'adapter au changement climatique, et notamment, il est important de prévoir une adaptation des bâtiments au changement climatique. Donc, ce que je vous propose ici, c'est donc d'analyser les résultats fournis dans l'étude de l'ADEME et de l'OFB en 2024 sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur du bâtiment et de la construction. Donc, cette figure met en évidence les niveaux de vulnérabilité de cette typologie de bâtiments face à des aléas climatiques. La conclusion de ce graphique, selon moi, c'est que l'exposition le bâti existant et le bâtiment neuf
est exposé à de nombreux risques naturels en lien avec le changement climatique, notamment donc les vagues de chaleur, le retrait-gonflement des argiles, les inondations et d'autres risques. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, pour aider le secteur du bâtiment et de la construction à s'adapter au changement climatique, Météo France, en collaboration donc avec l'ADEME, le CSTB, la DHUP, met à disposition donc des fichiers climatiques qui couvrent donc à la fois une période passée et la période future selon les niveaux de réchauffement de la traque, donc France plus 2 degrés, plus 2,7 degrés et plus 4 degrés Celsius. Donc, il faut savoir que ces fichiers sont disponibles pour 8 stations de référence que vous pouvez voir sur la droite. Ces fichiers sont disponibles au pas de temps horaire. Il en existe un pour des conditions dites moyennes et un pour des conditions de canicule, donc qui intègrent une canicule dans l'année météorologique type. Et donc, ces fichiers couvre une liste de paramètres météorologiques qui sont considérés d'intérêt pour le secteur du bâtiment. Donc, je vous ai mis en bas à gauche les liens pour accéder et télécharger gratuitement donc, ces fichiers climatiques. Et voilà, j'espère que cela vous servira. Et slide suivante. Donc, je vous remercie pour votre attention et bon webinaire. Merci Johanna. Pour ma partie, je vais vous parler moi de faire un petit état des lieux, un petit état de l'art aussi sur la réglementation actuelle thermique par rapport au confort d'été, les différents logiciels qui existent. Avant de commencer, je trouve que c'est toujours bien de savoir qui est en train de nous parler. Donc moi, je suis Jean-Baptiste Ligier, responsable de marché chez Nepsen à Lyon. Et vous aurez ensuite Michael Cogor, notre responsable technique. Nepsen, on est un cabinet d'ingénierie réparti dans toute la France, organisé en 7 pôles métiers, une partie bâtiment durable dont je fais partie, Michael, une partie industrie, une partie environnement, on a une BE énergie renouvelable concentrée surtout sur le photovoltaïque, un pôle formation, un biostructure, un pôle innovation. On travaille à la fois sur les études, que ce soit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, audit énergétique, expertise, etc., que de la maîtrise d'œuvre en rénovation de bâtiments, donc de la conception jusqu'à la réception de chantier. Alors, on l'a vu donc avec notamment Johanna, le changement climatique est une réalité pour toute la planète. En France, chaque région a un peu des préoccupations différentes. En Rhône-Alpes, ce sont donc les vagues de chaleur qui vraiment concerne cette région. Donc aujourd'hui, comment concevoir des bâtiments qui supportent les vagues de chaleur? La réglementation nous impose un calcul thermique réglementaire. Quand vous déposez un permis de construire, la mairie vous le réclame. Aujourd'hui, on a la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, mais en fait, elle ne concerne pas tous les bâtiments. Encore à l'heure actuelle, on est en 2025, elle ne concerne que les logements neufs, les bureaux, les locaux d'enseignement du primaire et du secondaire. Mais par contre, pour tous les autres tertiaires spécifiques, hôtels, restaurants, commerces et crèches, on est encore sur la réglementation thermique 2012. C'est important de le souligner. Et également pour les bâtiments à usage industriel et artisanal. Ce ne sera plus le cas normalement à partir du 1er janvier 2026, mais aujourd'hui, quand on conçoit un bâtiment, les équipes de maîtrise d'œuvre sont encore en train de calculer avec de la réglementation thermique 2012. La réglementation thermique 2012, l'idée, c'est pas de vous lire tout le texte, mais vous aurez accès au webinaire sur le site de la T2E. La réglementation thermique 2012, le confort d'été, l'appréhendait avec ce qu'on appelle la TIC, température intérieure de confort, qui en fait simule une séquence de 5 jours très chauds en été et une TIC de référence. Donc la TIC de référence, c'est une température maximum qui est différente en fonction de la typologie du bâtiment, logement, bureau, etc. Du bâtiment, s'il est avec beaucoup d'inertie, des protections solaires, donc toute la partie conception du bâtiment, et de la zone géographique. Donc, pour vous donner quelques notions, une TIC à Toulouse, une TIC à Lille, une TIC à Lyon ne va pas être la même. Donc la TIC REF, on parle aujourd'hui sur des différentes fonctions de la typologie de température de 33, 34, 35 degrés. Donc c'est un indicateur qui traite le confort d'été, mais pas de manière quand même suffisante. La réglementation environnementale 2020, toujours pour les constructions neuves, ont rajouté un nouvel indicateur. On ne parle plus de TIC, on parle de degré-heure, et en plus a intégré une séquence caniculaire dans les fichiers de météo. Donc le calcul réglementaire de la RE 2020 est quand même plus pertinent sur le confort d'été.
il évalue en fait la durée et l'intensité de l'inconfort en été. Sachant qu'on parle d'inconfort, c'est aussi important de l'avoir en tête, quand on dépasse une température de 26 degrés et qui monte même jusqu'à 28 degrés. En fait, le logiciel intègre bien, le calcul réglementaire, pardon, intègre bien un phénomène d'adaptation du corps humain. Donc les études le montrent, en fin de canicule, en fin d'été, on supporte plus facilement des températures élevées qu'en début d'été. Donc les nouveaux calculs réglementaires de l'ARE 2020 intègrent ce phénomène d'adaptation du corps humain. Donc, comme pour la TIC, le degré heure ne doit pas dépasser un degré heure max, qui est calculé en fonction donc, de la typologie du bâtiment, de sa localisation et de sa conception. Donc, je vous ai mis quelques valeurs en bas à droite sur les bureaux et sur l'enseignement. Voilà. Donc, pour information, le DH ne doit pas dépasser DH max. Au niveau de la rénovation, c'est important de le souligner. Donc, on parlait que de construction neuve. Au niveau de la rénovation, en fait, il y a deux réglementations thermiques. La globale, si le bâtiment est fait de plus de 1000 m², a été construit après 48, où le coût de rénovation thermique est supérieur à 25% de la valeur foncière. Pardon, c'est pas où d'ailleurs, c'est et. Donc, il faut cocher ces trois points pour rentrer dans la réglementation thermique globale. Et l'indicateur, c'est comme pour la RT 2012, la TIC doit être inférieure à la TIC REF. Pour tous les autres bâtiments, inférieur à 1000 m² avant 48 et avec un coût de rénovation inférieur à 25% du foncier, on est sur la réglementation thermique élément par élément. Donc, si vous remplacez des menuiseries, isolez un bâtiment, etc., vous avez des garde-fous. C'est la réglementation thermique élément par élément qui ne traite pas du confort d'été. Donc, pour nous, les seuls moyens de traiter vraiment une conception en confort d'été ou une rénovation, c'est la simulation thermique dynamique. Donc, dans le neuf, on voit que le calcul réglementaire, il s'améliore avec la RE 2020, mais la seule réelle étude de confort d'été possible, c'est la simulation thermique dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'indicateurs et on a également différents fichiers météo, dont ceux de Météo France, en fait, qui permettent d'éprouver notre conception en fonction donc, de différents fichiers météo. On peut avoir Lyon été chaud, Lyon été moyen, Lyon 2050, les fichiers météo de France avec épisode caniculaire ou pas. Voilà. On peut vraiment éprouver nos bâtiments avec une simulation thermique dynamique. Donc là, je vous ai mis les différents logiciels qui existent aujourd'hui, Pléiade, ClimaWind, Perenou, etc. Je vous le disais, les données d'entrée pour une simulation thermique dynamique, c'est important, ce sont les fichiers météo divers et variés. La conception du bâtiment est importante, on oriente le bâtiment par rapport à la course du soleil, on définit l'inertie des matériaux, on conçoit vraiment le bâtiment en intégralité, en système de chauffage, de climatisation, donc on est beaucoup plus précis qu'un calcul réglementaire. Et les indicateurs disponibles, on a les degrés heure, et même que la RE 2020. On a aussi un outil puissant qui vient du fait qu'on a un calcul heure par heure, c'est qu'en fait, on peut avoir la température dans chaque pièce du bâtiment, heure par heure. Donc, on peut très bien dire, dans telle pièce, je veux voir combien d'heures par an je dépasse 28 degrés ou combien d'heures par an je dépasse les 30 degrés, etc. Donc, c'est assez puissant. Ça permet de détecter peut-être des ratés de conception ou de rénovation où on a des points chauds qui peuvent apparaître dès le calcul thermique. On a également des théoriciens comme Bragueur et Givoni donc, qui sont accessibles dans ces outils. L'idée, c'est de faire, je vous laisse le texte, mais c'est de faire un petit résumé. Donc, Bragueur, en fait, il traite surtout du sujet de la température. Il considère qu'en période de canicule, le corps humain, il accepte une température dite de confort qui oscille entre 26 et 31 degrés en fonction de la température extérieure. Donc, en gros, plus il fait chaud à l'extérieur, plus on supporte une température intérieure plus chaude. Givoni, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, il intègre l'évapotranspiration dans la détermination du confort thermique. Donc, en fait, il prend en compte que le mouvement d'air apporte du confort. Donc, on le voit, en fait, sur la droite, vous avez un schéma en haut, donc avec les points rouges Bragueur, et en dessous, c'est Givoni. Donc, c'est le diagramme de l'air humide. Et la zone de confort évolue en fonction du mouvement d'air. Donc, on peut le voir, par exemple, dans les métros à Lyon, notamment, le nombre de personnes avec un éventail pour supporter les 10-15 minutes de métro. Donc voilà, c'est quelque chose qui maintenant est intégré dans les logiciels de calcul thermique dynamique. C'est le mouvement d'air, en fait, apporte au corps humain une capacité à supporter des températures plus importantes. Je vais terminer avec cette slide. L'idée, c'est pas de la lire, mais c'est en fait de vous montrer qu'aujourd'hui, quand on fait de la conception, on a quelques assistants maîtres d'ouvrage qui nous contraignent avec des exigences, et c'est bien sur le confort d'été.
des températures, par exemple, de 28 degrés qui ne doivent pas être dépassées plus de 5% du temps. Il y a également plein de critères qui peuvent être donnés sur Givoni. Le but de cette slide, c'est que si vous êtes propriétaire d'un bâtiment où vous voulez faire une rénovation, c'est important de contraindre les équipes de maîtrise d'œuvre sur des critères, sur des exigences liées au confort d'été. C'est important de les mettre pour vraiment que les calculs soient faits, qu'il y ait vraiment une conception adaptée au confort d'été. Merci, je passe la parole donc à Michael. Bonjour à tous, merci Jean-Baptiste. Donc pour ma part, je vais vous parler des solutions qu'on peut mettre en œuvre et de la stratégie globale qu'il faut adopter pour lutter efficacement contre les surchauffes et l'inconfort d'été. Et je vais faire le parallèle avec la conception, comment on peut justement concevoir quelque chose correctement et avec des résultats sur le logiciel de simulation thermique dynamique. Donc tout d'abord, pour comprendre comme il faut la stratégie qui permet d'obtenir un bon confort d'été, il faut s'intéresser aux causes principales de l'inconfort d'été dans les bâtiments. On a identifié 3 axes majeurs. Les facteurs externes avec les apports solaires trop importants. Donc ça, c'est la cause principale de surchauffe et d'inconfort dans les bâtiments. Qui sont souvent amplifiés avec un environnement urbain qui n'est pas favorable. Quand on a une densité urbaine très importante avec très peu de végétalisation autour, et ben, ça amplifie les phénomènes de réchauffement et de surchauffe. Ensuite, on a des facteurs qui sont propres au bâtiment. Ça peut être une mauvaise conception architecturale, un bâtiment qui n'est pas conçu de manière bioclimatique, qui ne possède pas de protection solaire, qui a des surfaces vitrées beaucoup trop importantes, ou ça peut être aussi des systèmes techniques qui sont à l'intérieur du bâtiment peu adaptés ou pas adaptés du tout pour la lutte contre les surchauffes. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer les facteurs humains, parce qu'on a des bâtiments qui sont très bien conçus et où tout est prévu pour lutter normalement efficacement contre les surchauffes, mais on constate une mauvaise utilisation des moyens qui sont mis à disposition par les utilisateurs qui n'ont pas forcément compris comment ou dans quel ordre utiliser les systèmes qui sont mis à disposition. Les actions qui peuvent être menées ou être mises en œuvre pour justement obtenir un bon confort d'été sont les suivantes. Je les liste rapidement et on va y revenir plus en détail juste après. Donc, c'est tout d'abord les solutions qui permettent de lutter contre les apports solaires trop importants, donc optimiser les surfaces vitrées, mettre en place des protections solaires efficaces, avoir des bâtiments isolés thermiquement, des solutions qui permettent de décharger le bâtiment la nuit avec la ventilation nocturne, des solutions qui permettent justement d'agir sur le ressenti des occupants, comme l'a dit Jean-Baptiste, avec les mouvements d'air. Donc ça, c'est ce qu'apportent justement les brasseurs d'air. Et ensuite, des solutions avec vraiment des systèmes plus actifs qui permettent de rafraîchir l'air qui est soufflé dans le bâtiment. Donc, c'est important de comprendre ces différentes actions, l'importance de l'ordre de ces actions à mettre en œuvre et leur déclenchement progressif. Donc, c'est ce déclenchement progressif qui va permettre d'avoir la stratégie de rafraîchissement la plus économe possible et la plus efficace possible. Donc cette stratégie, elle repose sur ces différentes solutions et surtout ce qui est important, c'est qu'elle doit être comprise et appropriée par les utilisateurs du bâtiment. Encore une fois, c'est ce que je dis, on peut avoir le bâtiment le mieux conçu et qui a tous les systèmes qu'il faut pour lutter contre les surchauffes. Si les utilisateurs n'ont pas compris dans quel ordre utiliser les solutions et dans quel ordre les mettre en œuvre, eh ben, ça ne va pas fonctionner. C'est le cas typique d'un utilisateur qui va utiliser son système actif de climatisation avant de baisser ses protections solaires. Donc maintenant, si je m'attache à détailler un peu plus les solutions, la première qu'on a vue, c'est l'optimisation des surfaces vitrées pour limiter les apports solaires. Donc ça, c'est une solution très très importante qui peut être mise en œuvre par différents moyens techniques ou architecturaux. J'ai mis quelques exemples. Ça peut être créer des allèges pleines, maçonnées, isolées. Ça peut être la suppression d'un poste vitré. Ça peut être le remplissage de façades de parties qui étaient initialement vitrées par des façades pleines à ossature bois isolées.
vous ai mis quelques exemples de bâtiments qu'on a traités où il y avait initialement, en bas à gauche, c'est des bandeaux filants menuisés qui ont été remplacés après travaux par une alternance de menuiserie et de parties pleines isolées. On a constaté des énormes gains à la fois sur le confort d'hiver et sur le confort d'été en faisant ça. Ou un bâtiment de bureau qui était très très largement vitré et qui après travaux est devenu beaucoup moins vitré avec des proportions beaucoup plus raisonnables justement de vitrage, et on a gagné un peu sur tous les tableaux avec ça. On rencontre également souvent en surface vitrée des verrières sur les bâtiments, des verrières qui sont parfois immenses et qui génèrent des sources d'inconfort très importantes pour les utilisateurs qui sont en dessous. Donc ça, nous, sur nos projets de réhabilitation, c'est très souvent qu'on arrive à proposer des solutions de suppression de ces verrières. Quand il faut conserver de l'éclairage en dessous, on a des solutions qui permettent de le faire avec, par exemple, des petits lanterneaux qui peuvent être mis justement pour conserver l'apport lumineux avec des facteurs solaires qui sont adaptés justement pour limiter le rayonnement solaire. On a également mis en œuvre des sheds, des toitures isolées en forme de shed avec des vitrages orientés au nord pour bénéficier d'apports lumineux, mais pas avoir du tout les inconvénients des apports solaires. Juste sur les apports vitrés, sur les surfaces vitrées, on a constaté sur toutes nos réhabilitations qu'en faisant une suppression d'un tiers des surfaces vitrées existantes, on arrivait à obtenir justement un meilleur confort sans que les utilisateurs soient pénalisés au niveau de l'utilisation. Ils ne se rendent quasiment même pas compte qu'on a enlevé des vitrages après travaux. Il faut que ça soit fait efficacement et intelligemment en regardant attentivement le facteur lumière-jour dans les locaux, dans tous les locaux où on a proposé des réductions de surface vitrée. Donc ça, sur nos logiciels de simulation thermique dynamique, on peut simuler l'état après travaux et regarder si le confort lumineux il est quand même conservé à l'intérieur des locaux en fonction de... L'intérêt, c'est pas de supprimer des surfaces vitrées pour qu'à la fin, dans tous les bureaux, ça soit éclairé en permanence toute la journée, c'est pas du tout le but. Donc il faut trouver cet équilibre et c'est un point très important à vérifier quand nous on fait une conception. Ensuite, un point qui est également très important pour lutter contre les apports solaires, c'est mettre en place des protections solaires efficaces. Les plus connus, bien sûr, sont les volets roulants ou les brises soleil orientables, mais il y en a bien d'autres. Il y a des brises soleil qui peuvent être fixes, des casquettes extérieures qui peuvent être filantes ou ponctuelles, des débords de toiture si vous êtes sur une réhabilitation lourde ou un bâtiment neuf. Donc là, je vous ai mis différents exemples de bâtiments qu'on a traités, d'une part avec des brises soleil filants et fixes, ou des casquettes photovoltaïques qu'on a mis en œuvre sur un bâtiment à Rouen, un bâtiment administratif, qui permettent le double usage, à la fois faire protection solaire et à la fois permettre un peu de production d'électricité photovoltaïque. Et je vais insister un peu aussi sur l'exemple qui est en haut à droite, où là, c'était un choix architectural de mettre en place des casquettes ponctuelles au niveau de chacune des menuiseries, et où il nous a fallu concevoir ça de manière très efficace et étudier ça en détail. Donc, comment on fait pour étudier, par exemple, une casquette en détail, avoir une efficacité de celle-ci? Et on s'intéresse, on simule bien sûr notre bâtiment, on s'intéresse à la course du soleil autour du bâtiment sur des périodes un peu clés. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes, mais normalement, on le fait mois par mois, mars, juin, août et décembre. Et l'intérêt de la casquette, qui est très efficace, il faut qu'elle permette de couper efficacement les apports solaires en été, mais qu'elle permette quand même de laisser passer les apports solaires en hiver pour justement pas qu'on ait à trop chauffer dans notre bâtiment. Donc ça s'étudie finement. Une fois qu'on a la course du soleil, on a également l'inclinaison des rayons qui sont associés. Et on peut simuler avec ce que souhaite l'architecte. Ici, c'était des casquettes ponctuelles avec des lames orientées. Et on peut simuler les rayons et l'incidence du soleil à ces différentes périodes. Et on voit, on vérifie l'efficacité de notre système. Ici, en juin à midi, on voit très bien que les rayons du soleil, il n'y en a quasiment plus aucun qui rentre dans les locaux, alors qu'en décembre, tout rentre quasiment dans toute la profondeur des salles. Donc là, on peut considérer que notre protection solaire, elle a été dimensionnée efficacement.
Ensuite, une solution qui est connue maintenant par tout le monde, c'est d'isoler comme il se doit et de façon complète les bâtiments, que ce soit les façades, les toitures, les combles, les menuiseries extérieures. Ça, c'est quelque chose qui est quand même bien compris par tous, avec des résistances thermiques importantes. Un point qui est un peu moins rencontré, c'est l'utilisation de vitrage à contrôle solaire. Maintenant, il existe des technologies de vitrage où, pareil, en fonction de l'incidence des rayons, donc en fonction de la saison, eh ben, il y a le facteur solaire qui peut être ajusté. Donc, c'est des solutions qui sont intéressantes pour laisser passer moins d'apport solaire en été et un peu plus en hiver quand on a besoin de chauffer notre bâtiment. Et enfin, l'utilisation de matériaux à inertie lorsque cela est possible, notamment la fibre de bois qui permet d'avoir un déphasage thermique très très intéressant pour obtenir un confort d'été satisfaisant dans le bâtiment. Donc, je vous ai mis un exemple de bâtiment à Villeurbanne rénové entièrement avec une isolation thermique par l'extérieur en fibre de bois. C'est des solutions qu'on voit de plus en plus également. Ensuite, là, on a parlé de solutions pour éviter que les apports solaires rentrent dans le bâtiment. Maintenant, il faut parler des solutions qui permettent de décharger le bâtiment une fois que tous les apports sont rentrés. Parce qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, quand même des apports solaires qui vont rentrer. Il y a les apports internes des occupants, des activités qui vont générer justement un peu de chaleur dans le bâtiment. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer d'évacuer cette chaleur la nuit, quand il fait plus frais. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Ça peut être une ventilation naturelle avec le positionnement de menuiseries qui permettent un courant d'air entre façades. Donc, ça peut être des ouvrants manuels ou ça peut être des ouvrants motorisés. Hein. Ça, c'est en fonction des bâtiments. Il faut voir la solution la plus pertinente. Ça peut être une ventilation mécanique, donc en utilisant les centrales de traitement d'air, en les faisant fonctionner la nuit. La ventilation nocturne ou la surventilation nocturne existe également pour avoir des débits plus importants. Donc là, je vous ai mis des petits points d'attention si ces solutions sont mises en œuvre. Il faut bien faire attention à bypasser l'échangeur si on veut faire de la ventilation nocturne efficace et à ouvrir également tous les registres motorisés. On se rend compte qu'il y a des bâtiments où il y a pas mal de salles de réunion qui sont gérées localement avec des registres motorisés sur détection de présence ou sur détection CO2. Et si ces registres-là sont fermés quand il n'y a personne, ça ne permet pas de ventiler efficacement ces locaux la nuit. Donc, il faut vraiment penser bien à tous ces petits détails. Et enfin, sur la ventilation nocturne, on rencontre également de plus en plus en milieu urbain, lorsque la température redescend très peu la nuit, là où la ventilation nocturne elle est associée à un module adiabatique, dont je vais parler juste après, pour justement décharger le bâtiment quand même, même si ça ne redescend pas la nuit. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire un bypass de l'échangeur pour bénéficier au maximum de la fraîcheur que peut apporter le module adiabatique. Une solution qu'on rencontre également de plus en plus et qui va être détaillée ensuite par l'ADEME dans cette présentation, c'est l'utilisation de brasseurs d'air. Donc là, on n'est pas du tout sur la température ambiante, on joue sur le ressenti du confort par les utilisateurs en modifiant le mouvement d'air. Donc c'est ce que disait mon collègue Jean-Baptiste, quand on apporte du mouvement d'air, on peut apporter du confort d'été aux gens sans modifier les températures intérieures. Donc ça, c'est très important. Il existe beaucoup de brasseurs avec ou sans pales. Il y a des études de l'ADEME qui vont être détaillées ensuite dans la présentation qui permettent de choisir le bon brasseur en fonction de la configuration des locaux et des activités qui sont menées. Maintenant, on a pas mal de données dessus pour savoir comment les implanter, comment les calpiner. Et c'est des solutions qui sont très intéressantes. Donc, d'une part, pour améliorer le confort, comme je l'ai dit. Pardon. Ça améliore le brassage de l'air à l'intérieur des locaux, donc ça améliore la qualité d'air intérieur globale. Ça permet de faire des réductions de consommation. On a constaté, on a des retours d'expérience dans des bâtiments qui étaient climatisés et où des brasseurs d'air ont été rajoutés. Ça a permis de réduire les consommations de climatisation d'environ 30%. Parce que à confort équivalent pour les utilisateurs, les consignes de température ont pu être rehaussées avec des gains sur les consommations énergétiques.
Juste un petit point d'attention sur les brasseurs d'air, il faut bien penser à prévoir des systèmes d'arrêt automatique en inoccupation, parce qu'on s'est rendu compte que des fois les utilisateurs les laissaient tourner, et comme je l'ai dit, ce ne sont pas des systèmes qui permettent d'abaisser la température, ça permet d'agir directement sur le ressenti utilisateur, donc quand il n'y a personne, ils ne servent absolument à rien. Donc il faut... Ensuite, on passe sur les systèmes un peu plus actifs avec le rafraîchissement de l'air soufflé par module adiabatique que j'ai évoqué juste avant. Donc, brièvement, le principe d'un module adiabatique, c'est vaporiser de l'eau dans un flux d'air pour permettre de l'humidifier et de baisser sa température. Donc, souvent, ces modules ils sont mis sur l'air qui est extrait par les centrales de traitement d'air. Donc, ça permet de rafraîchir l'air qui est extrait et ensuite, par l'intermédiaire de l'échangeur, ça permet de rafraîchir l'air qui est soufflé à l'intérieur des locaux. Donc, on a instrumenté plusieurs sites et on a testé cet été sur un site à Villeurbanne, bien instrumenté avec tous les paramètres qu'on pouvait regarder. Et donc, brièvement, il y a 10 000 m3, il faisait 38,5 degrés dehors. Activant bien sûr le module adiabatique a soufflé à l'intérieur des locaux à 24 degrés, 24,2. Donc ça fait un delta de température de 14 degrés entre l'air extérieur et l'air qui était soufflé à l'intérieur. Donc on a pu vérifier l'efficacité réelle du système et c'est vraiment une solution qui permet de continuer à ventiler en période estivale vos locaux correctement tout en ne participant pas à la surchauffe des locaux et même en participant au rafraîchissement. Les deux petits bémols que je peux mettre sur l'adiabatique, c'est les consommations d'eau. Effectivement, on vaporise de l'eau dans un flux d'air, donc on consomme un peu d'eau au moment où justement on est en pénurie d'eau en période estivale, donc c'est là où la ressource est la plus rare. Donc il y a ce petit bémol qui peut être mis et surtout c'est une solution qui est limitée dans les régions humides. Chez nous, elle marche très bien parce que l'air il est sec, donc on peut obtenir ces différentiels de température en jouant sur l'humidification. Dans des régions, nos départements et territoires d'outre-mer, ça ne peut pas du tout fonctionner quand l'air il est déjà quasiment saturé en humidité. Donc voilà, il faut le savoir, ce n'est pas une solution miracle qui doit être adaptée dans les cas qui s'y prêtent. Ensuite, le dernier recours, ça peut être le rafraîchissement de l'air soufflé par système actif. Donc, ça peut être du géocooling sur sonde sèche, avec ou sans pompe à chaleur. Ça, on l'a déjà testé. Si on n'a pas de pompe à chaleur, ça peut permettre de faire du rafraîchissement intermédiaire des batteries froides de CTA. Si on veut passer ensuite vraiment sur de la climatisation et contrôler les températures intérieures des locaux, il faut passer avec une pompe à chaleur. Donc ça peut être une pompe à chaleur sur géothermie, ou ça peut être une pompe à chaleur air-air. Donc un système de climatisation qui permet de tout contrôler à l'intérieur. Mais ça, c'est vraiment le dernier recours. Et enfin, les solutions plus sur les abords de bâtiments qu'on voit également de plus en plus. Donc ce sont l'utilisation des toitures végétalisées, des pieds de façade végétalisés, la désimperméabilisation de surfaces qui sont soit en béton, soit en enrobé, avec des plantations, des arbres. Donc, c'est des choses qui apportent vraiment quand même sur le confort d'été global et environnant autour du bâtiment et qui apportent indirectement à l'intérieur du bâtiment. Et on voit également pas mal désormais les solutions de cool roof, donc c'est les toitures avec des surfaces qui sont qui sont réflectives, donc qui permettent de réfléchir les rayons du soleil et qui sont clairs. Il y a pas mal d'études qui ont été réalisées vraiment en période estivale où on voit des températures de parois qui sont vraiment plus basses, vraiment plus faibles sur les toitures traitées en cool roof par rapport aux mêmes toitures qui ne sont pas traitées avec ces systèmes. Donc indirectement, les surfaces elles sont beaucoup moins chaudes, donc il y a moins de conduction qui se fait à l'intérieur du bâtiment et donc ça fait moins de surchauffe à l'intérieur. Et enfin, pour harmoniser un peu toutes les solutions qu'on a décrites, il faut un minimum d'automatisation et de suivi. Comme je l'ai dit, il faut que les solutions qu'on met en œuvre, elles s'imbriquent bien dans le bon ordre et suivent quand même une trame pour justement être efficace. Donc, il faut que tout ça, ça soit suivi et harmonisé pour qu'on ait justement la stratégie qui soit mise en œuvre correctement. Donc, les différents exemples, c'est
un système qui permet de forcer régulièrement la fermeture des volets roulants ou des brise-soleil quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'occupation, les week-ends, pendant les périodes de fermeture. Si on a des ouvrants motorisés, et ben, pareil, le système de gestion il doit permettre de les ouvrir automatiquement quand c'est opportun, quand les températures extérieures sont favorables et qu'à l'intérieur, on a justement les surchauffes. Utiliser notre centrale de traitement d'air en free cooling, ben, il faut que le système de gestion permette d'associer cette utilisation avec l'ouverture des différents registres motorisés. Ça peut être l'arrêt des brasseurs d'air en inoccupation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne sert pas donc, et qui va consommer un peu, donc il faut que ça soit traité également dans la gestion technique du bâtiment. Et enfin, il faut un suivi pour que tous les réglages soient maintenus dans le temps pour obtenir le fonctionnement qui est souhaité. Ensuite, petit parallèle pour la conception, parallèle par rapport à ce qu'a dit mon collègue, comment nous, en conception, on vérifie les différents indicateurs qu'on peut avoir dans nos cahiers des charges avec nos simulations thermiques dynamiques. Donc, je vous ai fait différents exemples. L'indicateur qui était le plus souvent utilisé il y a encore une dizaine d'années, c'était le nombre d'heures supérieur à 28 degrés. C'était vraiment pour vérifier grossièrement si le confort d'été était respecté dans les bâtiments. Là, je vous ai mis un exemple d'un bâtiment après travaux qui était avant travaux, pardon, qui était très inconfortable, où on a étudié salle par salle et on se rendait bien compte que le taux d'inconfort, il était vraiment très important dans toutes les salles, c'était généralisé. Donc, quand on traçait les graphiques, et ben, ça parlait de soi, hein. On avait un nombre d'heures supérieur au seuil qui était très, très important. Donc, ça permet nos logiciels permettent de visualiser ça assez rapidement. On peut visualiser également selon l'indicateur de Givoni. Comme l'a dit mon collègue, on peut avoir les températures heure par heure dans les différents locaux. Et on a même la notion d'humidité. Donc, on peut positionner les points sur le diagramme de l'air humide. Et ça permet des fois de mieux comprendre si, en fonction des points, comment sont positionnés par rapport à la zone de confort. Si l'inconfort il est plutôt lié à une surchauffe, dans ce cas-là, c'est les apports solaires qui sont trop importants ou des manques de protection solaire, ou si c'est plutôt lié à un taux d'humidité trop important. Dans ce cas-là, c'est plutôt qu'on n'a pas de renouvellement d'air. Des fois, on a des sites où il n'y a pas du tout de ventilation, donc ça également, ça participe à... Et enfin, je vous ai mis une petite vue sur l'indicateur des degrés-heure qui, selon moi, est quasiment l'indicateur le plus parlant et qui est utilisé maintenant, puisqu'il permet à la fois de quantifier l'intensité de l'inconfort et la durée de cet inconfort. Donc, c'est là où il est intéressant. Et nos logiciels, ils permettent, en fonction des zones qu'on a paramétrées, de vérifier assez visuellement dans chacune des zones où est situé l'inconfort le plus prononcé. On a des codes couleurs qui permettent de très vite identifier ça avec les degrés-heure qui sont associés, la valeur brute qui nous permet justement de quantifier tout ça. Et notre travail de concepteur, c'est un peu le graphique que j'ai mis en bas à droite, c'est de simuler notre bâtiment dans l'état existant, de quantifier les inconforts actuels et puis de proposer ensuite différents scénarios de travaux en intégrant petit à petit dans chacun des scénarios les solutions qu'on a détaillées juste avant pour aboutir justement au scénario le plus fourni, mais qui nous permet de respecter justement notre cahier des charges et qui nous permet d'avoir un confort d'été très satisfaisant dans l'ensemble des locaux des bâtiments. Voilà pour cette partie stratégie conception. Merci Mickaël. Je reprends la parole pour un retour d'expérience. Donc le lycée à Forest à Saint-Priest, donc lycée de la région Rhône-Alpes, qui avait fait appel donc à un maître d'ouvrage délégué qui est la SP Lozé, basée à Grenoble. Je rappelle juste cette slide qui est importante que Mickaël vous a présentée. La priorité, donc, ce sont les apports solaires. Les apports solaires, il faut vraiment arriver à les combattre. C'est la priorité numéro 1 parce qu'en fait, c'est là où vous avez une montée en température. Les personnes habitant dans le sud de la France ont des réflexes qui sont différents de ceux de la région Rhône-Alpes. Ils ont l'habitude d'ouvrir le matin et fermer leurs volets dès que le soleil commence à monter, etc. Donc, en fait,
à force de canicule ou de grosses températures, on a des réflexes qui viennent naturellement, mais il faut avoir donc un bâtiment équipé. Protection solaire, inertie et isolation thermique, donc on en a parlé. Décharger au maximum la nuit. Dès qu'on le peut, il faut décharger. On l'a vu avec Météo France, on aura de plus en plus de nuits tropicales, donc des nuits où la température ne baisse pas forcément. Donc toutes les nuits où la température baisse, il faut décharger son bâtiment pour pouvoir attaquer une nouvelle journée de canicule le lendemain. Il faut vraiment arriver à décharger dès qu'on le peut. Les brasseurs d'air, il faut toujours en installer dès qu'on le peut pour gagner en confort et ensuite ne pas amener de l'air trop chaud. Donc, pour l'exemple du lycée Forest, en fait, c'était donc une conception-réalisation qui est terminée en rénovation depuis 2022. On avait des engagements d'économie d'énergie. C'est un projet donc porté par la région et suivi et piloté par la SP Lozé. On va s'intéresser au bâtiment CDI, donc le centre de documentation, qui était donc dans ce bâtiment rouge, donc ossature légère en bois avec de l'isolant et un bardage. Donc, même avec une petite climatisation à l'intérieur du CDI, il faisait beaucoup trop chaud, il y avait beaucoup d'inconfort et il fallait qu'on trouve une solution pour cela. La solution qui était proposée par le groupement avec l'architecte, donc c'est Supermix, c'était de créer donc une peau autour du bâtiment, une peau donc espacer les apports lumineux, mais quand même qui casse énormément les apports solaires qui rentraient par donc les menuiseries et également sur la tôle rouge qui chauffait énormément. Avec ce système, on a un peu, on va dire, amélioré le côté bâti. Voilà, la température pénètre moins rapidement à travers les parois et à travers les vitrages. On peut le voir également sur cette photo, on en a profité pour cette rénovation de mettre des panneaux photovoltaïques dans le préau, parce qu'en fait on avait un préau qui était quasi inutilisable en été, aucune zone d'ombrage, et on a dû mettre un préau photovoltaïque pour apporter un peu d'ombrage, et idéalement il faudrait végétaliser. Donc avec ceci, on a traité les premiers points qui sont importants, c'est vraiment de lutter contre les apports solaires. Ensuite, il y avait également une verrière énorme en toiture. On peut le voir sur la photo de gauche. Bon, la lumière est allumée, mais même volet roulant fermé, en fait, c'était déjà très lumineux dans ce CDI. Donc, la verrière, on a proposé de la remplacer pour mettre une verrière plus efficace avec un facteur solaire plus adapté et créer surtout des ouvrants. On va le voir tout à l'heure. Et on en a profité également pour mettre des matériaux un peu plus denses en toiture et isoler et en mettre un peu plus. Donc, ceci couplé à une motorisation d'ouvrants en façade et en toiture. Donc, en fait, juste avec ceci, la paroi, enfin, la peau autour du bâtiment existant et la décharge nocturne, on a réussi donc à supprimer la climatisation de ce bâtiment CDI. Aujourd'hui, on a encore un point de progression, c'est qu'en fait, on avait prévu nous, de le raccorder à une GTC, de programmer une ouverture automatique en pleine nuit. C'est pas encore en service, ce sont les femmes de ménage en arrivant le matin qui ouvrent et ensuite c'est refermé quelques heures après, et cela suffit aujourd'hui à augmenter le confort, mais on peut aller encore chercher plus loin en raccordant l'automate qui est déjà en place. On a un pluviomètre et un anémomètre en toiture, donc le système se referme automatiquement s'il y a un problème, c'est de la pluie ou trop de vent. Je vous ai mis une petite vidéo juste pour illustrer. Juste pour illustrer ça. Donc là, on est vraiment sur de la décharge, idéalement nocturne. On a un courant d'air qui le permettait, puisqu'on a une verrière et également des châssis en façade. Alors qu'avant notre rénovation, on ne pouvait pas ouvrir la verrière. C'est un peu dommage. Donc juste avec ceci, on arrive à augmenter le confort et à supprimer la climatisation. On peut le voir sur la vidéo, on a évidemment mis des protections mécaniques au niveau des ouvrants en toiture et des ouvrants en façade pour éviter tout risque d'intrusion la nuit. Voilà. Donc, merci. Je passe maintenant la parole donc, à Marc. Désolé de mon apparence, mais j'ai eu un petit choc. Voilà. Non pas à l'écoute des propos de mes camarades, mais une chute de vélo. Voilà. J'attends le… Voilà, très bien. Merci beaucoup.
Donc, dans la présentation, je m'appelle KTR, mais mon nom c'est Marc Campesi. Donc, je vais vous présenter un projet de rénovation qu'on a réalisé en 2018 et qui est très suivi, qui est monitoré, etc. et qui donne entière satisfaction, pleine satisfaction aux usagers. Voilà. Donc, je vais juste rapidement. Par contre, la slide ne tourne pas. Si vous voulez bien la tourner, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, rapidement, Diagonal Concept, nous sommes maîtres d'œuvre. Hein. Donc, on est très engagé dans le secteur de la rénovation dite régénérative depuis 30 ans. Donc, voilà. On travaille sur différents aspects. On va faire de la stratégie. D'ailleurs, avant d'aborder une rénovation, on va travailler en stratégie globale. On va travailler sur tous les aspects techniques, bien sûr, mais aussi architecturaux et parler beaucoup des usages, puisqu'on a le rôle des usagers est prépondérant. On va parler aussi de cycle de l'eau, de biodiversité. Voilà. Suite à ça, on va réaliser l'opération de maîtrise d'œuvre avec aussi une particularité, on implique beaucoup les parties prenantes. Donc, on forme les acteurs en cours de chantier, on réalise beaucoup de manifestations sur site pour sensibiliser les acteurs, entre autres au confort d'été. On a une structure, on a une possibilité de faire du contractant général et derrière, on mesure. Alors, on mesure évidemment les consommations, les températures, etc., mais aussi le bonheur des habitants, le ressenti des usagers qui, pour nous, est déterminant. Et puis, accessoirement, de la formation pour partager nos retours d'expérience auprès d'un public de professionnels et d'étudiants, ingénieurs ou architectes. Voilà. Je ne peux pas passer mes slides. Voilà. Donc, on est sur un bâtiment qui est des années 90. Alors, évidemment, dans son état initial, qui n'est pas du tout adapté aux enjeux climatiques et encore moins au confort d'été. On est sur un bâtiment amianté qui désespère un peu tout le monde. Et l'idée, c'est de faire de ce bâtiment une réalisation exemplaire et à la demande du directeur France de KTR France, de faire un bâtiment très confortable pour ses équipes, en particulier en été, en hiver, en toute saison, et un bâtiment qui soit autonome dans l'esprit. Avancez, s'il vous plaît. Voilà, donc le bâtiment, quelques images, hein, c'est assez caractéristique de ces bâtiments qu'on trouve en périphérie lyonnaise. Là, nous sommes à Dardilly. Merci d'avancer. Voilà, donc notre première étape, alors évidemment, nous, le confort d'été, c'est une des briques, mais elle n'est pas dissociable du reste. Donc, c'est pour ça qu'on va réaliser, on a un outil qui s'appelle l'audit 360 bâtiment tertiaire, où on va faire une approche globale, forcément orientée sur les enjeux climatiques. On va travailler sur la vulnérabilité climatique du bâtiment. Alors aujourd'hui, effectivement, on est sur des gros focus liés aux canicules, de manière à cibler les actions efficientes, parce qu'on peut effectivement faire une réhabilitation très performante sans tenir compte des paramètres économiques. Pour nous, le paramètre économique est aussi une des données importantes de notre démarche. Le confort d'été, donc ce que j'explique dans la slide précédente, pas la peine de revenir, et c'est pour nous un élément qui est bien sûr au centre de tous les sujets, mais avant d'y arriver, on va rentrer dans une approche globale. Cette approche globale va nous permettre aussi d'influer de manière passive sur la performance estivale du bâtiment. Alors, on ne va pas entreprendre une démarche ciblée 100% confort d'été en créant d'autres impacts, ce qu'on appelle l'effet rebond. On va veiller à ce que dans notre action, on continue à préserver, à reconstituer la biosphère. Ce que je n'ai pas dit en préalable, on a fait le parcours de la Convention des entreprises pour le climat du bassin lyonnais, donc on est très investi dans ces sujets de préservation, de reconstituer la biosphère. On va faire en sorte que dans nos choix techniques, on ait une action pour le climat. On va faire en sorte de coopérer avec tout ce qui est là, le déjà là, donc la nature, le fort potentiel de la nature, et on va faire de ces lieux des lieux pédagogiques et d'apprentissage. L'idée, c'est de transmettre et de massifier, de transmettre au plus grand nombre. Il faut partager ce qu'on a fait et pas seulement constater un confort. On insiste aussi sur le confort d'été, notamment sur l'ergonomie des systèmes. Mon collègue a beaucoup parlé, je crois, Michael, de technologie, etc., de veiller à bien utiliser les systèmes. La notion d'ergonomie et de facilité d'usage, elle est déterminante. Et ensuite, il y a le volet économique. Bien entendu, ces opérations doivent être
reproductible et accessible au plus grand nombre. Sinon, on se fait plaisir, on fait une performance et on en reste là. Merci d'avancer. Voilà, donc la première des choses pour nous, le confort d'été, c'est de coopérer avec la nature. On va faire en sorte de favoriser ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Le végétal a une forte influence sur la température et en créant un environnement proche du bâtiment où on va créer un microclimat, on aura plus de facilité ensuite à gérer la problématique du confort d'été. Donc, on va aussi stimuler le système cognitif en apportant aussi du bonheur aux usagers. C'est pour nous vraiment un rouage essentiel dans nos choix. Et on va le voir, ça, en lien avec le confort d'été, on est très vitré. On est très vitré, oui, ça va un peu en opposition à réduire les surfaces vitrées. On est très vitré pour que les habitants soient connectés, connectés à la nature. On avance, merci. Donc, encore une représentation, on fait des choix. Hein. Donc, on essaye de beaucoup conserver le couvert et la couverture existante et puis de la renforcer pour toujours contribuer au bien-être et au confort d'été. Avançons, merci. Encore une image. Bon, et dans la coopération avec la nature, on a aussi le vivant. Donc là, ce sont des lieux pour héberger, qui accueillent des oiseaux, des rongeurs et plein de petites bêtes sympathiques qui viennent coloniser le territoire et qui peuvent le coloniser parce que l'environnement a été aussi intégré dans cette démarche de confort d'été. Avançons. Oui, faire de la protection solaire, oui, mais on essaye de faire une pierre deux coups. Quand on va créer des parties extérieures ombragées, on va les coloniser avec le végétal. Là, ici, on voit notamment du houblon. Alors, nous, on l'utilise beaucoup pour faire de la protection solaire. Je vous rappelle que le houblon permet de faire de la bière. Et maintenant, KTR livre 2000 bouteilles de bière par an à ses collaborateurs et à ses partenaires. Voilà une belle solution, en tout cas, pour le confort d'été. Ensuite, on va, pour rafraîchir les extérieurs, c'est un peu l'effet d'îlot urbain. Donc, là, on a déminéralisé un maximum le terrain pour faire, alors, d'une part, pour rétablir le cycle de l'eau, mais pour éviter aussi d'avoir des surfaces chaudes extérieures. La chaleur dans le bâtiment, elle commence aussi par les extérieurs. Le microclimat autour du bâtiment est indispensable. Merci. Alors, on va évidemment travailler sur le renfort de l'enveloppe. Nous, l'enveloppe, elle est déterminante pour agir de manière le plus passive pour le confort d'été. Et on va non pas utiliser les fibres de bois, nous, on est plus adeptes du chanvre et du lin, pour notamment agir sur l'hygrométrie des locaux. On en reparlera tout à l'heure. Alors, vous voyez, on a le large baie vitré. À l'intérieur, donc, on va choisir le chanvre et lin, on va choisir également des menuiseries bois, toujours dans l'idée de, OK, on améliore le confort d'été, mais si on a un bilan carbone pourri, on va aussi contribuer à dégrader le climat. Donc, on est dans une démarche logique. Donc, on va travailler avec des produits biosourcés, avec du déphasage thermique et si possible, exclusivement fabriqués en priorité dans la région ou en France. Ensuite, on avance un petit peu. On a parlé tout à l'heure de protection solaire. Nous, là, le photovoltaïque, bon, il n'avait pas un intérêt majeur dans ce bâtiment. On l'a utilisé. Pourquoi? Pour créer de l'ombrage, notamment, et ça nous a permis de couvrir la toiture, d'éviter d'avoir une toiture trop chaude. Je vous rappelle qu'on est en rénovation, on pouvait pas, on avait quelques contraintes de végétalisation, donc on a opté pour une couverture solaire. Ici, on voit à gauche des panneaux hybrides qui permettent de produire du chaud, de l'eau chaude et de l'électricité simultanément. L'eau chaude, on verra pourquoi on l'utilise. OK, avançons. Là, ensuite, alors nous, pour le coup, on a utilisé sur la solution de géothermie pour le refroidissement et pour le chauffage. Donc, on a 4 sondes géothermiques de 150 mètres pour un bâtiment qui fait, je ne sais plus, 1000 mètres carrés. On a une centrale double flux qui est couplée aussi aux sondes et on a surtout, en termes de diffusion du chaud et du froid, un plancher réversible. Alors l'intérêt, le choix des sondes,
nous, c'était l'idée de coopérer avec le potentiel de la nature. On a la possibilité de rafraîchir notre bâtiment en géocooling, par exemple, ou en pack active, de rafraîchir le bâtiment, mais aussi, on vient récupérer les calories l'été pour rafraîchir le bâtiment à l'intérieur du bâtiment grâce au plancher réversible ou un autre système. On récupère les calories en été pour le rafraîchir et on vient stocker ces calories pour la saison suivante. Donc là, ça devient vraiment intéressant. On récupère tout ce qui est disponible dans le bâtiment, y compris la chaleur des panneaux hybrides sur le toit, et on vient la stocker pour bénéficier d'une grosse capacité de chauffage pour l'hiver suivant. On rafraîchit d'un côté, on transfère l'énergie et on chauffe la saison suivante. Merci d'avance. Alors bon, la géothermie, ce que je viens d'expliquer, on va travailler sur, on va capter l'énergie, on la stocke, etc. Et on a aujourd'hui un bâtiment, pour information, qui consomme pratiquement rien. Donc on est à 30 kWh. Pardon, excusez-moi, 30 MWh et on a 37 MWh de production entre les différents systèmes. Donc, on est sur un bâtiment qui est à plus de 25% d'énergie positive. Merci d'avancer. Alors, l'intérêt, c'est que, bon, économiquement, le temps de retour, c'est moins de 8 ans en surinvestissement par rapport à une rénovation thermique classique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, là, les chiffres sont là, hein. Quand on a une hygrométrie, alors nous, c'est un élément clé d'hygrométrie. Hein. On ne peut pas parler de température, il faut arrêter de parler de température. Il faut associer le couple température-hygrométrie. Donc ça, c'est aujourd'hui, enfin l'HRE, etc., tout un tas d'organisations dans le monde entier ont compris que la gestion de l'hygrométrie est essentielle. D'où l'intérêt aussi du chanvre qui est hygrorégulateur, je vous en parlais tout à l'heure. L'hygrométrie, dans ce bâtiment, elle est hyper stable à 48-50%. La tranche idéale, je vous rappelle, c'est 40-60%. Et puis la température en vert dans le bâtiment, elle est stable. Alors, on est en plein été, hein, en période de canicule, elle est stable à 25 degrés. C'est un choix. Hein. On aurait pu mettre plus frais, mais les gens se plaignaient. Et à l'extérieur, on a quand même des pointes à 37 degrés. Pardon, excusez-moi, vous pouvez revenir en arrière juste une seconde. J'ai fini. Voilà, donc on est sur les recommandations de l'HRE, c'est 60% en hygrométrie et 26 degrés à l'intérieur. Donc, nous, il est essentiel pour nous de bien gérer ce rapport hygrométrie et température. Merci de passer. Voilà, quelques prix. On était en rénovation globale, compris aménagement. Alors, c'était en 2018, même si je mets 30% de plus. Aujourd'hui, on est à 1 900 €, compris aménagement. Et on a eu un temps de retour de 8 ans, mais qui a été réduit parce qu'il y a eu un peu des flambées électriques. Et aujourd'hui, ce bâtiment rapporte de l'argent à notre client. Et il a un impact carbone qui est négatif. On pourrait revenir dessus, mais un peu plus tard. Voilà, dans une autre présentation. Merci de continuer. Voilà, donc chez KTR, il fait bon vivre en été, même à 40 degrés, sans émission de CO2, avec une approche holistique, ambitieuse, collaborative, voilà, et non dogmatique. Donc, on a beaucoup impliqué les usagers, c'est ce que je voulais dire. Et on passera les 2 slides pour finir. Qui suivent, merci. Donc, ce prix, alors on a eu l'aide de l'ADEME, hein, je tiens quand même à le souligner, qui nous a bien aidé pour la géothermie. Ça a facilité les choses et on est encore très actif sur ce sujet. On a de partout, hein, Green Solution Award, etc. Et j'en terminerai par quelques-unes de nos réalisations emblématiques sur la slide suivante. Voilà, où on a notamment un bâtiment qui s'appelle Green Factory à Vez, où on a été aussi primé, je ne sais plus, à Glasgow, je crois. Voilà. Et on est sur un bâtiment tout en bas qui s'appelle Vela Verde. On a effectivement l'adiabatique couplée à la CTA double flux et on a ajouté une PAC sans gaz à effet de serre. Sans gaz à effet de serre, on est sur un GWP inférieur à 1 couplé avec des matériaux à changement de phase. Le matériau à changement de phase, nous, c'est la solution low cost pour stocker du froid ou de la chaleur en milieu urbain. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas débordé. J'étais vraiment minuté et surveillé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Campesi. Et je crois, Hakim, que c'est ton tour.
Je crois, oui. Si vous voulez bien afficher mon support, je vous remercie. Donc voilà, donc moi je représente l'ADEME là pour ce webinaire et voilà. Donc pour compléter les interventions des collègues, on voulait vous partager des connaissances nouvellement acquises sur l'efficacité des brasseurs d'air qui ont été voilà, à plusieurs reprises évoquées par les collègues un peu avant comme étant une solution intéressante pouvant être efficace. On verra sous quelles conditions. Qui peut venir compléter une stratégie d'ensemble. On l'a vu, on l'a très bien vu que pour arriver à un résultat à la fin, bon, il y a une démarche complète et un certain nombre de dispositions qu'il faut au préalable aussi assurer pour que le brasseur d'air il apporte aussi sa pierre à l'édifice. Voilà, donc nous, l'ADEME, Marc a évoqué le soutien de l'ADEME sur la géothermie, effectivement sur le rafraîchissement, c'est des solutions que l'on pousse très fortement, mais à côté de ça, on a aussi des actions R&D et notamment de pouvoir soutenir des projets de recherche qui nous paraissent apporter et permettre de progresser au niveau collectif pour l'ensemble des professionnels du bâtiment les connaissants. Donc c'est le cas des brasseurs et je vais vous présenter donc hop, je suis allé trop vite. Voilà. Les résultats d'un programme qui s'appelle Brasse 1 et Brasse 2, qui a fait l'objet d'un soutien de l'ADEME dans le cadre de sa politique recherche, accompagnement de la recherche, qui s'est déroulé sur plusieurs années. C'est un travail qui s'est fait sur 4 ans, qui a mobilisé beaucoup d'ingénierie. Donc on voit à droite les parties prenantes avec de l'ingénierie en bureau d'études, laboratoire acoustique, donc des acousticiens, des labos de recherche, un centre de ressources mobilisé en Virobat bâtiment Méditerranée. C'est un programme qui a croisé aussi des retours d'expérience acquises dans les Outre-mer. Et des études avec des mesures in situ dans plusieurs catégories de bâtiments menées en métropole. Beaucoup d'entretiens avec les usagers de ces bâtiments-là ont été questionnés, consultés, de nombreux professionnels également. En parallèle des essais sur site, une cellule d'essai a été montée donc avec des conditions d'essai en laboratoire pour pouvoir compléter un petit peu l'ensemble du dispositif et permettre sur 2 programmes complémentaires, Brasse 1 et Brasse 2, de pouvoir apporter un certain nombre de livrables, voilà, ce qui est indiqué sur la diapo, qui soient à la fois très opérationnels et dédiés aux praticiens, donc aux bureaux d'études, voire même aux architectes, et en même temps, voilà, des données qui sont partagées avec le plus grand nombre, puisque ces documents-là sont téléchargeables en open source, en open data, sur le site de l'ADEME, dans sa librairie. Et vous aurez aussi dans Brasse 2 très prochainement, donc là je l'ai pas, je peux pas vous le présenter, je vous présenterai simplement quelques éléments. Vous aurez une base de données de 50 modèles de brasseurs d'air qui permettent d'apprécier leur efficacité énergétique, l'efficacité d'un point de vue du confort en termes de vitesse d'air, mais aussi leur performance acoustique pour pouvoir les utiliser aux bons endroits, donc selon l'usage des locaux dans lesquels ils pourraient être installés.
Et avant de rentrer dans le détail aussi, donc voilà, on est bien sur des brasseurs d'air plafonniers, hein, à pales, plafonniers à pales. Donc je ne parlerai que de cela, que de cette technologie-là. Et on a vu, donc Mickaël l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, donc c'est des brasseurs, ce type d'équipement peuvent être utilisés sans que le bâtiment soit nécessairement climatisé et rafraîchi. Donc c'est la première étape. Effectivement, la solution de climatisation active vient en dernier recours si on n'a pas d'autres solutions pour le cas étudié et si on a épuisé tout le reste avant. Mais on peut imaginer aussi les coupler à des systèmes de climatisation, et effectivement plusieurs études ont montré l'intérêt de ces brasseurs d'air pour baisser les consommations, permettant donc d'augmenter les températures de consigne et de différer leur usage tant que le brasseur d'air peut assurer les conditions de confort. Donc on a là une technologie qui a qui est pas très présente encore sur le marché et qui a voilà vraiment de notre point de vue une application et sur un très grand nombre de bâtiments, et eu égard aux données de Météo France qui nous ont été présentées tout à l'heure sur les contraintes climatiques auxquelles on va devoir faire face. Voilà. Donc bon, là j'en ai peut-être un peu parlé, donc du coup je vais calmer du temps. Voilà, je fais donc alors sur le brasseur d'air. Donc on a là une coupe qui permet de visualiser l'impact du brasseur d'air sur la vitesse. Donc on a ce qu'on appelle, il y a on peut distinguer deux zones. Une zone d'influence directe qu'on appelle le JetCon, là un peu évasé à sa base, et une zone d'influence par entraînement. Et on a dans la zone d'influence directe, on va avoir des vitesses d'air qui vont être plus élevées que dans la zone d'influence par entraînement, mais dans la zone d'influence par entraînement, les vitesses d'air sont en général plus homogènes. Et voilà. Ensuite, hop, je vais trop vite. Alors, ce que je vais vous montrer là, donc j'ai choisi, alors je peux pas, voilà, en un quart d'heure, peut-être un peu moins, vous présenter l'ensemble des résultats. Donc, j'ai choisi de vous présenter des résultats de mesure du programme BRAS 1 in situ, parce que voilà, je trouvais que c'était assez parlant. C'est des mesures qui ont à la fois donc qui ont été produites dans différentes catégories de locaux, donc des bureaux et un EHPAD, il y a des locaux scolaires, du logement, dans des bâtiments qui étaient équipés de brasseurs d'air. Alors, bien conçus ou pas, c'était pas la question, puisqu'on n'est pas intervenu, le programme n'est pas intervenu pour concevoir ces installations-là, donc on est simplement venu observer et évaluer la manière dont ces brasseurs d'air fonctionnaient. De pouvoir aussi, à partir de ces mesures-là et de toutes les autres briques du programme, notamment les essais en labo, de pouvoir proposer aussi des règles de bonne conception permettant d'assurer une efficacité maximale de ces équipements. Donc là, vous pouvez voir sur cette diapo les données là, que je vais vous présenter sur deux catégories de bâtiments, un EHPAD et une salle de classe, avec en haut à droite sur fond rouge, par exemple, on voit 0,22, c'est la vitesse d'air mesurée à ce point-là de la pièce. Et juste dessous, le 1,3 degré, c'est ce dont parlait Mickaël, c'est ce qu'on appelle le cooling effect, c'est-à-dire l'effet rafraîchissant apporté par le brasseur, qui est estimé, calculé en degrés, et qui dépend notamment de la vitesse d'air, mais pas que. Donc sous la norme, une norme que Marc a, d'ailleurs, je crois que je sais pas si tu l'as cité, qui est beaucoup utilisée, une norme américaine, la SRAE, qui permet ce calcul-là, moyennant la manière dont vous êtes habillé, ce que vous faites,
si vous êtes actif ou pas, assis, debout. Donc ça dépend quand même de pas mal de paramètres et qu'on peut calculer là dans les conditions et aussi dans les conditions de mesure et d'ambiance du local. Et puis il y a un code couleur. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué. Voilà, ces valeurs-là seront affichées soit en vert, soit en orange, soit en rouge, soit en marron. Et pour finalement traduire cette valeur quantitative, cet indicateur, en appréciation du confort. Et là, ont été repris aussi une norme, le PMV, le vote moyen prévisible, établi selon une norme aussi de la SRAE, qui permet, qui est une donnée statistique qui représente l'avis d'un grand nombre de personnes sur leur situation de confort, l'appréciation du confort. Ce vote-là, du moins cet indicateur-là, s'il est autour de 0, ça veut dire que le confort est optimal, ressenti comme de manière optimale par l'occupant. Et positif si c'est légèrement chaud au-dessus de 1,5, chaud, donc là en rouge, ou très chaud en marron. Donc vous aurez sur les diapos l'ensemble de ces informations-là. Et si, voilà, je vais aller trop vite, décidément, je reviens en arrière. Tac. Voilà, les pads, commencer par les pads. Dans des conditions d'ambiance, on voit à gauche là la chambre avec le brasseur au-dessus. Il faisait 28,4 degrés, 50% d'humidité relative. Donc légèrement chaude, sans vitesse d'air. Et à droite, vous avez les mesures des indicateurs que j'ai présentés tout à l'heure, en différents points de la pièce, et selon 2 vitesses de rotation du brasseur. En haut, une V2 et une V3 avec une vitesse un peu plus élevée en bas. Donc, ce qu'on peut constater déjà, vous voyez, 0,53 mètres par seconde, 0,51, 0,43 en haut. Donc, on a une vitesse assez homogène. Donc, on est dans la zone d'influence par entraînement du brasseur, hein, qu'on n'est pas directement sous le brasseur, et on est dans des vitesses d'air qui sont assez homogènes, et un cooling effect qui se situe entre 2,4 et 2,7 degrés. Ça veut dire que voilà, on n'abaisse pas la température d'air, mais la personne ressent une baisse de température, un effet rafraîchissant d'un peu moins de 3 degrés. Et si on pousse la vitesse à la V3, on a une vitesse, une appréciation en vert. Donc, vous voyez le code couleur en vert, c'est-à-dire que la personne se sent dans une situation de confort optimal. Et ça a été corroboré avec une enquête auprès de la personne qui était dans la pièce et qui était très satisfaite de l'installation de ce brasseur. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je clique, ça saute 2 diapos en même temps. Même chose sur le même mode opératoire sur une salle de classe, mais avec des résultats un peu moins bons. Voilà, donc mais c'est aussi instructif, et ces résultats-là, c'est l'objectif, c'était aussi de comprendre pourquoi c'était moins bon et de pouvoir définir des conditions dans lesquelles ces brasseurs peuvent bien fonctionner. Donc là, on est dans une salle de classe avec des conditions de mesure plus dures que celles de l'EHPAD, avec 31 degrés extérieurs et 45% d'humidité relative. Et on voit donc les codes couleurs là tout de suite sur en haut à droite et en bas à droite. Donc avec certes un meilleur fonctionnement à une vitesse plus élevée, mais on voit des vitesses d'air. Alors moi, il faut juste que je grossisse un peu. Là, tac, hop, voilà, que je puisse bien voir les valeurs. Pardon. Hop. Hakim, il nous reste 5 minutes pour le webinaire. Okay. Alors, accélère un tout petit peu, s'il te plaît. Donc, on a des vitesses d'air qui sont beaucoup plus faibles. Donc, ces brasseurs d'air, ils sont réputés, la vitesse d'air efficace, si on arrive à être au-dessus de 0,4 mètres par seconde, on voit qu'on n'y est pas. On est à 0,20, 0,6, jusqu'à 0,6 dans un coin de la pièce, mais plutôt en dessous de 0,5. Donc, on voit
et on améliore un peu la chose avec une vitesse un peu plus élevée, mais on n'obtient pas le résultat. Et ça, c'est essentiellement dû au fait que les brasseurs d'air ont pas été. Bon, il aurait fallu découper la salle en 4 et calpiner différemment les brasseurs d'air avec un positionnement plus proche des murs et des brasseurs d'air moins proches les uns des autres. Voilà, ça nous a permis, et vous trouverez dans la librairie ADEME un ensemble de livrables qui permet de comprendre quels sont les paramètres qui vont influencer sur les performances des brasseurs, du diamètre du brasseur, de la position du brasseur dans la pièce, la distance du brasseur entre le centre du brasseur et les murs, la distance entre plusieurs brasseurs quand il y en a plusieurs, le type de brasseur et donc son diamètre, mais aussi sa hauteur de montage qui influe beaucoup. Voilà. Et je vais finir la présentation par vous présenter l'apport de connaissances du programme BRASS 2 qui a permis de compléter les connaissances de BRASS 1 et notamment en réalisant des essais là sur l'offre de matériel assez large. Donc on voit en bas à gauche l'ensemble des marques. 50 brasseurs ont été testés dans une cellule d'essai et qui a permis de voir un petit peu l'effet sur la vitesse d'air de chacun de ces brasseurs d'air là. Et selon différentes classes d'usage des locaux qui pourraient leur être destinés. Donc on voit sur l'échelle à droite avec des classes de vitesse qui sont réputées satisfaisantes pour des locaux de confort, des locaux adaptés au repos, des locaux aux activités douces, aux activités modérées et aux activités soutenues. Donc on voit donc chacune des barres, c'est un brasseur, et on voit que selon les brasseurs, on a des vitesses d'air qui sont très différentes et qui peuvent, certains, là on voit, il y en a un qui est tout en bas, qui est dans la zone où il y a pas de la vitesse d'air produite par le brasseur n'apporte pas un effet significatif sur le confort. Et puis on voit d'autres que certains brasseurs ont des plages de fonctionnement beaucoup plus grandes. Et ça a été positionné, donc là on voit donc un indicateur de confort sur l'échelle, la première échelle, qui reprend donc les différentes classes que j'ai évoquées là, qu'on a vu dans le diagramme précédent, avec donc ces repères. En dessous de 0,4 mètres par seconde, on ne ressent pas grand-chose. Entre 0,4 et 0,6, c'est adapté aux locaux repos, aux activités douces entre 0,6 et 0,9. Et là, on voit sur l'exemple d'un brasseur, on voit là en classe sur celui-ci, une large plage de fonctionnement de ce brasseur adapté des locaux activités de repos aux activités modérées, puisqu'on arrive à avoir des vitesses d'air entre 0,2 et 1 mètre par seconde. Et je finis aussi, donc je complète, on a aussi des données acoustiques qui permettent aussi de croiser la vitesse d'air et l'effet sur le confort et sur la puissance acoustique du brasseur, qui peut, dans certains cas, ne pas être adapté à certains locaux, notamment aux locaux de sommeil. Donc cette base de données-là, elle n'est pas encore disponible, elle le sera d'ici quelques semaines. Et je termine, Paul, une petite minute sur ce qui permet d'ouvrir un peu le sujet à d'autres, à une expérimentation, à un programme qu'on vient d'obtenir dans le cadre des certificats d'économie d'énergie qui s'appelle la date bâti confort. Comme le disait Marc, l'expérimentation, la mesure in situ, l'observation, ça permet d'aller beaucoup plus loin quand même que la simulation et le calcul. Donc, on va lancer un programme qui va permettre l'objectif d'accompagner 50 projets de rénovation et d'adaptation
aux vagues de chaleur dans 4 régions sud de la France, Auras, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. L'ADEME est coordinateur et on est associé au CEREMA et au CSTB, à 4 centres de ressources et à l'agence qualité construction pour le transfert d'expérience des DOM, des territoires ultramarins, vers le territoire métropolitain. On aura donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'ingénierie qui sera proposée, de l'aide aux travaux également pour aider à mettre en œuvre ces solutions-là, et puis des campagnes de mesure avant, après, et qualifier les conditions de confort, l'efficacité, avec un gros programme derrière d'action, de diffusion des connaissances et de formation pour que ça puisse percoler auprès de l'ensemble des acteurs du bâtiment. J'en ai terminé, il est 12h02, 2 minutes de plus. Merci beaucoup, Hakim. Merci à tous parce que vous avez respecté vos temps de parole. Vos présentations étaient richissimes. Merci, Madame Johanna et Michaud, et merci, messieurs. Jean-Baptiste, je me tourne vers toi. Il y a eu 3 petites questions. Est-ce que tu penses que c'est l'occasion d'y répondre? Je te les ai envoyées dans le chat, si tu veux. Des petites questions qui vous concernent surtout, toi et Michael. Tu les vois? Oui. Frédéric Tardieu qui a quitté la réunion. Bonjour, y a-t-il un guide note qui précise les exigences de confort thermique et les outils à imposer dans les cahiers des charges pour les STD? Difficile de s'y retrouver entre les différents outils, seuil, scénario, météo. Alors, sur le sujet spécifique du confort d'été, est-ce qu'il y a un guide ou une note précise qui précise les exigences de confort thermique? Je ne suis pas sûr. Nous, ce qu'on rencontre, c'est que sur les différents concours, c'est un peu à l'appréciation de l'assistant à maître d'ouvrage et de sa sensibilité au sujet. Il n'y a pas aujourd'hui de guide, en tout cas, sauf si Marc ou Hakim, vous en avez en tête. Oui, il y a une production du centre de ressources sur la rénovation des bâtiments tertiaires publics. Il y a un guide, il y a un chapitre sur le confort d'été et il y a différents méthodes d'indicateurs, de propositions de valeurs qui sont, voilà, c'est un guide qui a été, voilà, qui est régional et il n'a pas valeur nationale, mais il a le mérite d'exister. Merci beaucoup, Hakim. Et tu as vu la question sur le cool roof. N'a-t-il pas un impact sur le réchauffement de la zone autour et renforce finalement les effets d'îlots de chaleur urbain? Ça n'a pas l'air d'être ce que vous présentiez tous les deux sur le cool roof tout à l'heure. Vous étiez plutôt favorable et vous trouviez qu'il y avait plutôt des points très positifs à ça. C'est une remarque qui est ressortie. Ouais. Vas-y, Jean-Baptiste, je compléterai. Non, mais Michael, si tu veux en parler. Ouais. J'ai pas la question sous les yeux. Mais... En gros, le cool roof n'a-t-il pas un impact sur le réchauffement de la zone autour et renforce finalement les effets d'îlots de chaleur urbain? Pour moi, non. Non, c'est effectivement, il y a eu plusieurs études, notamment commandées par la DHUP et la Fédération française du bâtiment sur les peintures réflectives. C'est pas un sujet qui a été identifié. Par contre, en revanche, ce qu'on voit, c'est que l'efficacité quand même dépend beaucoup du niveau d'isolation du bâtiment, de ce qu'on y fait, si c'est climatisé ou pas, s'il y a beaucoup de consommation de climatisation ou pas. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc, on pense aux grandes surfaces commerciales. Voilà, et je dirais que plus le niveau d'isolation de la paroi aussi de la toiture est élevé, moins l'effet de la peinture réflective aura son intérêt. Donc c'est pas la solution miracle, ça peut être intéressant dans certains cas, mais voilà, donc ça c'est un livrable. Tapez FFB peinture réflective et vous aurez toute l'information. Très bien, merci beaucoup Hakim. Bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé à l'issue de cette visioconférence. Oui. Les garçons, vous êtes d'accord avec moi? Oui, une dernière petite question. Est-ce que les indicateurs oui. braggers sont disponibles sur le logiciel Pléiade? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui? OK. Bien, écoutez, je vais vous proposer, messieurs, en vous remerciant encore, merci Marc, d'avoir été avec nous. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci pour ce gros travail de coordination, de préparation, d'avoir passé du temps avec nous alors que vous avez certainement des clients à vous occuper. Hakim, encore merci. On se retrouvera sur ces sujets très bientôt. Et je vous dis à tous. Ouais, merci Hakim.
Et je vous dis à tous, eh bien, un grand merci et passez une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Tu es avec nous encore?